Madame, Monsieur, bonjour. Les élections européennes ont eu lieu du 6 au 9 juin 2024, mais force est de constater que ces résultats suscitent beaucoup d'interrogations, décryptage dans Ça fait l'actualité. Alors quel est l'impact des européennes sur la politique française? Les précisions d'Ahmed Traoré. Élections européennes perdues pour le camp présidentiel en France. Le Rassemblement national monte en puissance avec une avance confortable sur ses adversaires. Le mouvement politique obtient 37,7% des suffrages, loin devant la candidate soutenue par Emmanuel Macron. Le chef de l'État français a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale afin de rebattre les cartes. Il espère qu'au soir du 30 juin, pour le premier tour et du 7 juillet, après le second tour, la France aura une majorité claire, selon ses propos. Véritable coup de poker qui a secoué l'ensemble de l'échiquier politique français. En attendant certainement des alliances, il faut rappeler que tous les 5 ans, les citoyens de l'Union européenne élisent les membres du Parlement européen, en collaboration avec les représentants des gouvernements des pays de l'Union européenne. Les députés formulent des textes législatifs. Ils prennent des décisions qui influencent tous les aspects de la vie des populations. Les résultats des élections au Parlement européen confirment la poussée à droite annoncée par les sondages au détriment des centristes libéraux, en net recul et des écologistes qui n'ont pas réussi à résister. Mais ces changements peuvent-ils faire basculer le Parlement européen et que faut-il retenir? Pour en parler, je reçois le journaliste Bledson Mathieu. Bonjour et bienvenue. Bonjour Fatim. Et le journaliste Lanciné Bakayoko. Bonjour et merci d'être présent. Bonjour Fatim Djedjet. Alors, monsieur, on va commencer déjà par peut-être expliciter quelle est cette entité. Le Parlement européen est la seule assemblée transnationale élue directement au monde. Quel est finalement son rôle au sein de l'Union européenne, Lanciné Bakayoko? Au sein de l'Union européenne, le Parlement, comme tous les autres parlements, est chargé de légiférer sur les questions qui intéressent l'Union européenne, les 27 pays de l'Union européenne. Et comme vous le savez, le scrutin qui se passe au niveau du Parlement, ce n'est pas les scrutins. Les groupes sont constitués non pas par nationalité, oui, mais par affinité ou par obédience. Donc c'est vraiment une assemblée transnationale qui permet de débattre des grandes questions auxquelles font face les Européens. Par exemple, les questions de défense, les questions de sécurité, les questions de changement climatique et surtout les questions de migration. Donc, toutes ces questions-là qui posent aujourd'hui problème à l'Europe sont gérées de façon intégrée. Donc, globalement, voilà le rôle du Parlement européen, à peu près 720 membres, oui, et qui légifèrent sur ces grandes questions. Aujourd'hui, l'élection qui vient de se dérouler a été précédée des élections de 2019 et actuellement, le Parlement est dirigé par l'Italien David Sassoli. Oui, justement, vous parlez de la précédente législature. Quelles étaient finalement ces tendances ou ces spécificités pour qu'on comprenne qu'est-ce qui a changé actuellement? Oui, pour qu'on comprenne surtout ce qui a changé, il faut qu'on parle de la perception que le citoyen européen a de l'Union européenne. Je pense que ce qui est en jeu même dans le... qui est en jeu et qui s'exprime par ce scrutin, c'est la perception même de l'Union européenne de Bruxelles. Les citoyens de chacun des pays ont l'impression qu'il y a une assemblée de technocrates assis dans les bureaux qui ne maîtrisent pas les réalités et qui prennent les directives qui s'imposent au pays. Parce que contrairement aux États-Unis, qui dans l'esprit de tout Américain, c'est un pays, même si les États ont une certaine autonomie, en Europe, la tendance c'est qu'il y a des pays. Tu vois, tu parles avec un Français, il considère qu'il appartient à un pays, le gouvernement, le président qu'il est élu doit gérer ses problèmes d'agriculture, de frontières. Et puis, finalement, c'est plutôt l'Union européenne que les directives comptent. Donc, la capacité... Tu veux dire quoi, il y a de l'euroscepticisme? Énormément. Je crois que c'est ça qu'il faut voir. Il y a beaucoup d'euroscepticisme, beaucoup. Des gens n'ont pas compris très bien cette organisation supranationale, quelle est la part du pays. Or, ils continuent d'élire un président.
Et quand ils ont un problème, ils attendent du président et donc du gouvernement qui règle. Et généralement, le gouvernement bien dit, on ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire cela. La question de l'immigration, c'est le visa Schengen. En France, on dit celui qui est refusé par la France, il peut rentrer toujours en France en passant par la Belgique. Parce que c'est le visa commun. Les agriculteurs vont se plaindre. On veut tel avantage. On dit, on ne peut pas parce que la directive de l'Union européenne, c'est de faire ceci, c'est de faire cela. Quand on produit, c'est un marché commun. Est-ce que dans chaque État, les producteurs ont les mêmes avantages? Je crois que c'est là fondamentalement face à ça que tu as des gens extrêmement populaires parce qu'il y a le rejet et le Parlement fait les frais. C'est intéressant ce que vous dites parce qu'au fond, ceux qui ont gagné symboliquement cette élection, ce sont souvent des partis dits d'extrême droite et donc des eurosceptiques. Vous confirmez cette tendance parce que je veux qu'on parle des enjeux de cette élection après ces multiples crises vécues par la population européenne et peut-être aussi par le monde entier. Crise sanitaire, énergétique, le conflit russo-ukrainien qui est aux portes de leurs frontières. Est-ce que ça a influencé le vote? Bien sûr que ça a influencé le vote parce qu'aujourd'hui, comme Bledson l'a dit, les pays, c'est vrai, sont dans une sorte d'union, mais ça reste une union purement administrative. C'est-à-dire que les populations de chacun de ces pays se sentent d'abord citoyens de son propre pays avant de se sentir citoyens européens. Ce qui veut dire que la plupart des populations pensent qu'il y a une certaine élite qui est en train de leur voler leur souveraineté et qui fait qu'aujourd'hui, les décisions ne sont pas prises en fonction des réalités de chacun des pays, mais qui sont prises dans l'intérêt d'une sorte de mammouth qui n'a pas de visage. Donc, c'est un peu la perception que beaucoup d'Européens aujourd'hui, en tout cas avec la poussée de l'extrême droite, on comprend que beaucoup d'Européens commencent à vouloir... Il faut craindre quoi? Un autre Brexit? Bon, on a parlé du Brexit pour les Britanniques, certains parlent du Frexit pour la France. Vous pensez que c'est cette tendance qui va émerger avec ce type de vote? Je ne pense pas qu'aujourd'hui la France soit... il y ait un Frexit ou bien la France qui va se retirer de l'Union européenne parce que pour que cela soit, il faut que l'extrême droite vienne au pouvoir. Or, nous savons qu'au niveau de l'extrême droite, il y a beaucoup de tendances, au moins deux tendances. Il y a les conservateurs qui sont par exemple les euro-réformistes comme Giorgia Meloni, qui est la présidente, le Premier ministre italien aujourd'hui. Et dans la même extrême droite, il y a aussi, si vous voulez, les eurocritiques, dont fait partie le Rassemblement national de Marine Le Pen, dont le parti est dirigé aujourd'hui par Jordan Bardella, 28 ans. Alors, donc, je veux dire qu'il peut avoir des influences peut-être à terme, mais pour l'instant, je ne crois pas qu'aujourd'hui, il soit question que la France quitte l'Union européenne. Alors, est-ce que vous êtes surpris de la montée de la droite et surtout de l'extrême droite? Déjà, qu'est-ce que cela dit de l'état d'esprit des populations européennes? Est-ce que vous êtes surpris? Je crois qu'il faut prendre ça un peu pays par pays, parce que c'est vraiment mon impression, je peux me tromper, que les gens votent plus, Bakakou l'a dit tout à l'heure, se sentent plus citoyens. C'est-à-dire que l'Union européenne, j'ai l'impression qu'ils voient ça un peu comme nos CEDEAO, libre circulation des biens, on peut vendre facilement sans payer taxes, mais les contraintes, ils rejettent. Donc, quand tu prends la France, le vote est beaucoup plus anti-Macron anti-européen. Quand tu prends la Belgique, c'est le même sentiment que les gens ont exprimé. On a des problèmes, on ne vous écoute pas, il y a eu le Covid, on voulait ceci, et vous avez donné les contrats aux grandes firmes. Bruxelles est vu comme une petite boîte à l'intérieur de laquelle se trouve, Bruxelles c'est la capitale de l'Union européenne, à l'intérieur de laquelle se trouvent des technocrates qui ne connaissent même pas le terrain et qui prennent des décisions et que les autres doivent appliquer. Donc, est-ce que c'est vraiment l'Europe va sauter? Je pense qu'il y a beaucoup plus de chances que les gens fassent des propositions de modification d'un certain nombre de choses, arracher peut-être certains pouvoirs à l'Union européenne. Mais donc, ça ne vous étonne pas, là, cette montée de la droite, voire de l'extrême droite? Non, c'est une tendance à laquelle on assiste depuis quelques mois. À chaque crise, ceux qui en profitent le plus, c'est les partis populaires, les populistes. C'est-à-dire, dès qu'il y a une crise, et l'Europe en connaît comme le monde entier, il y a eu le Covid, qui a quand même secoué l'économie de ce pays, qui a changé beaucoup de choses. Il y a eu la crise ukrainienne qui pèse sur l'Europe en particulier, parce que c'est les décisions de dire on ne prend plus le gaz russe, qui est juste à côté quand même. Quand on ne prend plus le blé, il y a pas mal de problèmes les gouvernements sont obligés d'assumer la population
vous avez vu le nombre de marches qu'il y a eu en France, des gilets jaunes jusqu'aux élections européennes. Mais justement, est-ce qu'on doit y voir, certains l'affirment, du racisme, du souverainisme, voire un repli sur soi à travers ces votes? Oui, manifestement, il y a un brin de tentative de repli sur soi-même. Parce que quand on prend un candidat comme Éric Zemmour de Reconquête, il a bâti sa notoriété en quelques mois sur la thématique du grand remplacement. C'est-à-dire qu'il y a la politique migratoire de la France, selon lui, était de nature à changer la nature même de la population, c'est-à-dire l'âme même de la France. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, forcément, il y a un brin de rejet de l'autre. Et puis, quand vous savez, Marine Le Pen, le Rassemblement national, c'est dans son ADN le rejet des autres, le repli identitaire. Parce qu'aujourd'hui, mais je pense que tout cela est lié à la crise qui est devenue multidimensionnelle, mais qui sévit dans ces pays. Parce que quand les crises surviennent, on cherche, je ne dirais pas des boucs émissaires, mais on cherche des raisons, certes endogènes, mais des raisons aussi exogènes. Aujourd'hui, les partis populistes, en général de l'extrême droite, qui sont en train de monter en puissance aujourd'hui, surfent sur ces problématiques-là qui sont réelles, au regard des difficultés même françaises. Et vous avez vu hier, Jordan Bardella a parlé d'islamisation même de la France. Les mots sont forts, mais c'est l'état d'esprit du Front national, du Rassemblement national. Mais pour rester sur ce point de vue, on va après parler en détail du cas français. Vous pensez que ces problèmes sont réels? Est-ce que l'Europe, son visage change? Est-ce que l'immigration est un véritable problème? Ou vous pensez que c'est une vue de l'esprit? Ou qu'ils ont ce sentiment est légitime, en tout cas, des Européens, des Occidentaux, de se dire qu'il y a beaucoup trop d'immigrés dans leurs pays respectifs? Oui, le problème se pose avec beaucoup plus d'acuité en France et en Italie particulièrement. C'est des pays qui ne supportent plus, si on en tient compte, de l'évolution de l'extrême droite. Bakayoko l'a signalé, Zemmour, c'est le résultat. Zemmour, dans ses émissions, Zemmour, dans ses passages télé, Zemmour, le politicien, c'est anti-arabe, anti-noir. Et anti-islam. Anti-islam. Non, là, c'est 100% anti-islam. Je ne veux pas en entendre parler. Et ça, quelqu'un qui tient des propos aussi durs, il gagne une popularité énorme. Marine Le Pen essaie de ne pas parler comme son papa, mais tout en gardant l'essence du militantisme acquis par son papa. Lui aussi, c'est pas avec Le Pen père qu'il faut parler de noir, en tout cas, qui vit en France, parce que c'est pas évident qu'il déteste ceux qui vivent en Afrique, ni d'arabe, ni d'islam. En Allemagne, ce sentiment est moindre. Par contre, là-bas aussi, on ne supporte pas trop l'hégémonie américaine. Parce que l'ensemble de l'Europe, c'est des anciennes nations fortes qui faisaient jeu égal avec les États-Unis et qui aujourd'hui ne supportent pas trop la suprématie américaine, ne supportent pas la suprématie chinoise, parce que bon, l'Europe n'est plus cette puissance mise ensemble, toute la production vient de Chine. Lors des dernières élections dans ces différents États, notamment en France et en Italie, que j'ai suivi de près, les différents candidats parlaient de quoi? De réindustrialisation. De réindustrialisation. Nous, en Afrique, on parle d'industrialisation, ça veut dire qu'on a le même problème. Celui qui parle de réindustrialisation, ceux qui parlent d'industrialisation ont le même problème. Or, quand il n'y a pas d'industrie, les travaux qu'on pense être ceux de l'immigration n'existent plus. Donc, tu as des immigrés sur la place, il n'y a plus de place d'ouvriers, parce que les ouvriers, c'est une notion industrielle. On ne sait pas pourquoi ils sont là, et bon. Donc, ça pose tous ces problèmes de rejet. D'inquiétude, visiblement. Voilà. Allez-y. Les inquiétudes sont d'autant fondées qu'aujourd'hui, il y a des pays qui étaient traditionnellement immunisés. En tout cas, on les croyait immunisés contre l'extrême droite. Je prends un parti comme le Portugal, qui est aujourd'hui extrêmement menacé par Chega, le parti d'extrême droite. Et même l'Allemagne, qui est un pays relativement d'ouverture. Vous avez vu que le front... disons, l'extrême droite vient en deuxième position après la CDU pour cette élection. Donc, et d'autres pays, c'est vrai... L'Irlande qui a surpris. Aujourd'hui, les seuls îlots qui restent, peut-être, c'est la Finlande et la Suède, en tout cas les pays scandinaves, où l'extrême droite a encore du mal. Mais vous avez vu que même la Hongrie, qui est juste à côté, qui est dirigée, c'est vrai, par un nationaliste, Viktor Orban,
est une sorte de démembrement de l'extrême droite, ce nationaliste. Et lui, il fait campagne pour le repli identitaire. Donc, clairement, les Européens sont en train d'aller vers beaucoup plus de fermeture et beaucoup plus de rétrécissement des espaces. Pour beaucoup, on revient dans cette ambiance des années 30. Cette ambiance d'avant-guerre, qui va avoir la montée de gouvernements fascistes, qui va avoir la montée de gouvernements parfois aussi racistes, xénophobes. Vous comprenez ce sentiment ou vous pensez que là encore, ce sont des projections un peu... ou comparaison n'est pas raison? Oui, comparaison n'est pas raison. Est-ce qu'on peut avoir des gouvernements 100% fascistes comme on l'a eu dans les années 30, c'est-à-dire que les gouvernements qui ont mené la Deuxième Guerre mondiale pour être nécessaire? Bon, pour ce qui est de l'avenir, on ne peut pas prédire, mais pour moi, la tendance, c'est pas vers ça. La tendance, c'est qu'il y a, pour moi, c'est une cassure entre ceux qui gèrent le pays et ceux qui subissent le pays. Tu vois, tu prends le cas particulier de la France, à un moment donné, la gauche et la droite se faisaient la passe pour gérer le pays. Ils ont fini par dire, bon, c'est plus la peine d'en prendre un, on s'en va chez Macron. Aujourd'hui, ils sont au stade de dire, bon, Macron aussi nous a déçus. Voilà, c'est à ce stade-là. Et chaque fois, tu verras qu'avec Chirac, on a connu une élection, c'est pas l'africaine ou la russe, avec un score de presque 90%, en tenant pour discours, il faut barrer la route à Le Pen père. Sarkozy va venir avec le même discours. Hollande, même chose, et même Macron. Aujourd'hui, les Français sont en train de dire, bon, ce que vous n'aimez pas là, nous on va prendre, et puis vous allez voir que ça fait mal. Alors, revenons sur la France, allez-y. On va revenir sur la France, mais vous avez vu, mais je ne pense pas qu'il puisse avoir une sorte de, si vous voulez, de désafricanisation ou bien d'installation d'une souveraineté absolue dans ces pays en termes de sa population. Parce qu'il y a des pays qui sont déjà gouvernés par l'extrême droite. Je prends l'Italie, par exemple, avec Giorgia Meloni, qui est dirigée par l'extrême droite, mais je n'ai pas vu... prendre du Karcher pour nettoyer tout ce qui n'est pas italien. Il y a d'autres pays, même anciennement, qui étaient de l'extrême droite. L'Autriche, par exemple, qui était dirigée par Jörg Haider, qui lui aussi était de l'extrême droite il y a une quinzaine d'années, mais n'a pas pu éradiquer, enfin, je vais dire, tous ceux qui n'avaient pas des gènes autrichiennes. Même aujourd'hui, Kyriakos Mitsotakis, qui est aujourd'hui en position de pouvoir en Autriche, lui non plus n'a pas encore reçu. Encore moins Viktor Orban, qui lui aussi est nationaliste, mais qui continue d'accueillir des personnes qui ne sont pas typiquement hongrois. Et puis en 1930, l'Europe faisait le monde. Des pays comme le Portugal, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne faisaient le monde. Donc quand ces gouvernements fascistes arrivent au pouvoir, ils produisent et ils essaient même d'augmenter leur pouvoir en Asie et autres. Aujourd'hui, l'Europe n'est pas le continent qui fait le monde. En termes de valeurs, en termes de discours, en termes de paroles, ça c'est l'Europe. Mais en termes de production, c'est l'Asie, c'est les États-Unis. Voilà. Donc, même si ceux-là prenaient le pouvoir, ils ne pouvaient pas changer grand-chose. Et Bakayoko fait bien de le signaler qu'en Italie, rien n'a changé. Oui. Voilà. Alors le président, bon peut-être pour les migrants à venir, on parlera de ça, des visas, les conséquences peut-être pour cette immigration. Le président français Emmanuel Macron a donc dissous l'Assemblée nationale et convoqué des élections législatives. Pour quelles raisons selon vous? Quelle serait sa stratégie? On a plusieurs débuts de pistes. Comment vous voyez cette stratégie? Moi je pense que c'est une tentative de reconquérir une certaine légitimité parce qu'aujourd'hui, le score que la Renaissance a eu à ces élections, c'est une sorte de désaveu pour sa politique. Donc, pour moi, il s'agit pour lui de redonner la parole aux Français pour qu'ils se déterminent à nous. Oui, mais ce n'était pas des élections nationales. C'est pour ça, il les nationalise, là, il les localise. Oui, mais ne serait-ce que psychologiquement, aujourd'hui, avec cette défaite de ce libéral, je prends Emmanuel Macron, c'est clair que le Rassemblement national va claironner, aurait pu claironner jusqu'aux élections, jusqu'à une certaine date, pour dire jusqu'aux élections 2027, par exemple, pour dire que c'est lui qui est majorité dans le pays et vraiment empêcher, ne serait-ce que psychologiquement, Emmanuel Macron de gouverner. Or, aujourd'hui, en demandant aux Français de se redéterminer, d'apprécier la situation, il cherche une nouvelle légitimité. Aujourd'hui, si à partir du 30, il y a de nouvelles élections législatives et que la France commence à faire à nouveau confiance à Emmanuel Macron, je vais dire à son parti, une nouvelle légitimité
qui est aujourd'hui complètement érodé avec ces élections, il retrouve une nouvelle légitimité. Mais dans le cas contraire, il sera contraint à une cohabitation avec le Rassemblement national, voilà, mais Jordan Bardella. C'est un pari risqué, titrait, je crois, même ce matin, Libération. Pari risqué en montrant Bardella à côté de Macron. Pourquoi il prend ce risque? Certains disent qu'il souhaiterait qu'il vienne sciemment au pouvoir, le Front National en tant que Premier ministre, en tant que Rassemblement national, pour qu'ils aient un passif et que les populations ne soient plus tentées pour l'élection présidentielle suivante. C'est ce que Jacques Attali disait. Bon, il n'a pas certainement tort, parce que je le dis, dire l'avenir, c'est pas notre job. Notre job, c'est de faire des analyses. Mais je pense que c'est... D'abord, Macron, pour moi, a voulu récupérer la situation. Ce qui s'est passé, c'était un choc. Le lendemain, même juste après, sur le plateau télé, les journaux, on va le dire, Macron a perdu. En décidant de changer le cours de l'histoire, il prend le devant. Macron a dissous. L'information capitale en France aujourd'hui, c'est Macron a dissous l'Assemblée nationale et non, Macron a perdu les élections. Ça, c'est la première. Deuxièmement, cette élection-là intervient après plusieurs échecs populaires. J'ai parlé tout à l'heure des gilets jaunes, j'ai parlé des agriculteurs qui ont quitté les champs, qui ont quitté les campagnes pour venir marcher sur Paris avec des tracteurs. Quand des agriculteurs, le tracteur consomme beaucoup de carburant, quand quelqu'un fait ce sacrifice, ça veut dire qu'il en a marre. Quand on regarde les résultats, toutes les campagnes ont lâché Macron. Il a fait passer de force au moins 2 principales lois qui étaient contestées de façon populaire. Bon, il en a marre. Vraiment, il en a marre. Il se dit, bon, il a dit dans sa déclaration, hein, je suis candidat à aucun poste, je m'en vais en 2027. Pour moi, je fais du bien à la France, mais apparemment, on dirait que ça ne vous plaît pas. Donc, on va reprendre les élections législatives, de sorte que si la droite gagne, je pense même que du fond du cœur, il souhaite ça, il reste dans son coin. Chirac l'a fait quand il avait les mêmes problèmes. Oui. Il a provoqué les élections législatives. Ah, mais il a regretté. Oui, mais au moins, il s'est reposé. On doit on doit s'attendre à une cohabitation. Ça semble jouer dès le départ, ces élections législatives. En tout cas, c'est une hypothèse qui n'est pas écartée. C'est-à-dire que si les Français restent dans le même état d'esprit, il est possible que le Rassemblement national remporte les législatives, ou bien la coalition de droite et d'extrême droite qui se mettent ensemble vont avoir la majorité des sièges, et donc le gouvernement de Macron sera contraint à une cohabitation. C'est vrai, ça ne sera pas une première, puisque... Mais là, dans le jeu des alliances, à quoi on peut s'attendre aussi? Vous parlez de l'extrême droite et la droite. On a vu la gauche, là aussi, se disloquer avec la NUPES. Ça va être quoi, là, ce jeu d'équilibriste de chacun? Puisque la droite dit ne pas vouloir s'allier avec Emmanuel Macron. Je crois qu'il y a une réunion entre... l'extrême droite, enfin les partis d'extrême droite, Marion Maréchal, Bardella, tout à l'heure, enfin, ou même maintenant, au moment où on parle. C'est quoi le jeu des alliances? Macron va s'associer à qui? Parce que les gens ne semblent pas vouloir être associés à lui. Mais vous savez, de façon traditionnelle, il y a toujours un pacte républicain pour repousser le Front National. Souvenez-vous, aux élections de 2002, le candidat perdant quand Jacques Chirac s'était retrouvé au second tour avec Le Pen, vous avez vu que Lionel Jospin avait carrément appelé à voter pour son rival, pour des questions. Il a parlé de pacte républicain. Donc, je pense que pour faire front, pour faire face, en tout cas pour empêcher le Front National de venir, il est possible que les partis libéraux fassent quelques concessions pour pouvoir empêcher le Front National de venir s'installer à Matignon. Vous y croyez, ça encore à cette digue? Elle n'a pas sauté depuis un moment? Je crois que ça a marché pour les présidentielles sur une bonne période. Et j'ai même l'impression que les Français regrettent d'avoir toujours dit ceci, le sentiment qu'ils ont, c'est de dire, bon, tout ce qu'on met là, il nous crée des problèmes. Et autant peut-être donner sa chance à Marine Le Pen. Je crois que cette tendance-là, quand tu prends le vote et qu'on dit que les prochaines élections ont lieu le 30 juin, c'est difficile que l'électeur change de truc. Et je ne crois pas qu'ils aient voté par rapport au changement qu'ils attendaient de ces élus-là au sein de l'Union européenne. Pour moi, c'est un vote anti-Macron.
Et ça s'est manifesté dans les manifestations de rue, parce que les présidentiels n'ont pas pu s'entendre sur un nom. Évidemment, les contradictions internes sont énormes, mais quand il s'agit des législatives, c'est un peu plus différent. Ce n'est pas une personnalité sur le plan national, ce sont des personnalités locales. Et ça m'étonnerait que la tendance ne change pas. Mais moi, je reste très mitigé, Bledson, sur l'aboutissement de la dédiabolisation dont avait parlé Marine Le Pen. Après ces actes républicains qui avaient été posés aussi bien par le Parti socialiste que par Nicolas Sarkozy, donc, enfin la droite. Oui. Donc je pense que la diabolisation ne s'est pas encore totalement estompée. Nous avons quelques résidus qui sont encore là et peut-être dans un dernier sursaut, il est possible que ceux qui se disent républicains, quand je dis républicains, ce n'est pas en termes de parti politique, je ne parle pas de LR qui est vraiment en lambeau, mais je veux dire ceux qui sont pour la France, une France d'ouverture, contrairement au Rassemblement national, puissent se mettre ensemble dans un sursaut patriotique pour pouvoir empêcher... C'est-à-dire une alliance de circonstances, au vu de... Mais sachant que... Une alliance de salut public. Cette décision a choqué certains dirigeants de partis, Ruffin, je crois bien. Ils sont certains à déplorer ce choix de Macron. Vous les comprenez ? Ils pensent que c'est un pari risqué et qu'il va le perdre et entraîner la France dans une autre problématique. Le perdre, non, il est déjà président, donc il n'y a rien à faire jusqu'en 2027, il est président. La difficulté qu'il a, c'est de trouver un gouvernement qui pose des actions qui vont dans le sens de ce que les Français veulent et qui sont aussi en conformité des réformes que lui-même veut implémenter en France. Ouais, ils sont à l'opposé. Le Rassemblement national, sur le plan économique, avec... Sur ça, c'est ce que le gouvernement veut. Quand il arrive à l'Assemblée nationale, ça ne passe pas. Le 39-40, quand on le fait sortir, ça veut dire, bon, je m'en fous de vous. Bon, voilà. Et ça, un président, ça fait toujours mal. Aujourd'hui, il provoque lui-même sciemment, il en a conscience. Je suppose qu'il a dû faire les réflexions avant. Je dis, si on perd, on fait quoi? Et puis bon, il a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Il avait d'autres options. On nous a dit dans les confidences, les coulisses de cette soirée électorale, que le Premier ministre Attal avait dit à président Macron de ne pas dissoudre l'Assemblée nationale et qu'il jouerait le fusible, parce qu'au fond, un Premier ministre, ça sert aussi à ça, à être le fusible et à sauter en cas de difficulté pour le président. Il n'a pas choisi cette voie, visiblement. Mais il a déjà fait sauter un Premier ministre en espérant que ça puisse faire baisser la tension. Ça n'a pas marché. Voilà. L'impression, mais je peux parfaitement me tromper, c'est que Macron dit soit les Français se rendent compte que franchement l'extrême droite ne faut pas la peine de faire venir et donc ils m'accordent encore leur confiance, soit ils choisissent l'extrême droite, moi je reste à l'Élysée, je suis tranquille, franchement. Voilà, on a vu ça avec Chirac, il serait un bon roi et puis bon ben... il va aller inaugurer les chrysanthèmes. Voilà. Si l'extrême droite vient, Macron court deux risques. Le premier risque, c'est que ça gouverne jusqu'en 2027, puisqu'en France, l'architecture institutionnelle ne permet pas à l'Assemblée nationale ou bien même de démettre le président de la République. Donc Macron va continuer jusqu'en 2027, mais dans quel climat? Et le deuxième enjeu, c'est historique. Macron ne veut pas être l'homme par qui l'extrême droite est venue au pouvoir. Donc, parce que ça, ce serait une grande première, ça serait un cataclysme en France. Donc, je pense que Macron est face à ces deux enjeux et bien malin qui pourra répondre ce qui va advenir. Allez, ça sera le mot de la fin, monsieur. Merci infiniment. C'était, en tout cas pour ma part, très intéressant. J'aurais pu poursuivre longuement, mais non, le temps imparti est fini. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci aux équipes techniques et éditoriales pour cette émission. Merci de votre fidélité. Restez sur RTI 1.